Salut à tous. La journée avait été folle. Les États-Unis avaient annoncé qu'ils allaient rouvrir le détroit d'Ormuz par la force, dans une déclaration assez inattendue. Dans la gestion de crise à la Trump, la surprise arrive souvent en premier, et la stratégie est invitée à rattraper le retard ensuite. Des informations ont ensuite circulé, selon lesquelles des navires de guerre américains auraient été touchés. Ces informations semblaient erronées, mais ce qui paraissait clair, c'est que les États-Unis attaquaient désormais des canonnières iraniennes, tandis que l'Iran lançait un grand nombre de drones et de missiles. Au-delà de cela, la situation demeurait floue. La question centrale était de savoir si cela signifiait un retour, au moins, à une guerre totale. Clairement, les États-Unis ne rouvraient pas réellement le détroit d'Ormuz. Les différents communiqués de presse affirmaient que 2 navires de guerre américains opéraient dans le golfe arabique et que 2 porte-conteneurs battant pavillon américain avaient transité. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Les États-Unis ont une tendance à mentir ou à tout le moins à déformer la vérité. La version des communiqués de presse paraît toujours plus propre, comme si la réalité avait accepté d'être corrigée par l'équipe de campagne. Ce que nous savons, c'est que des navires qui ont tenté de transiter ont été frappés par les Iraniens. Nous savons aussi que les Iraniens frappaient des cibles aux Émirats arabes unis et que les États-Unis ont affirmé avoir coulé au moins 6 petits bateaux iraniens. C'est la guerre. Je ne sais pas comment le décrire autrement. On peut appeler cela une escarmouche ou une bataille d'ouverture, mais clairement, le cessez-le-feu est terminé. Reste à voir si cela s'intensifiera au-delà. Bahreïn a déclaré l'état d'urgence. Le Koweït semblait lui aussi sur le point d'en déclarer un. Les États arabes du Golfe semblent comprendre que les conséquences de l'action précipitée de l'Amérique pourraient leur être fatales. Pas simplement dommageables, mais fatales. L'Iran a averti les États-Unis par des canaux de communication indirects en se rendant effectivement à Moscou, après quoi Vladimir Poutine a eu un appel téléphonique d'1h30 avec Donald Trump. Selon le compte rendu d'Ushakov, Poutine a clairement indiqué que les conséquences d'une poursuite de l'action militaire américaine contre l'Iran seraient dévastatrices pour les États-Unis, pour la région et pour tout le monde. À ce stade, je crois encore que cet événement peut être contenu, mais seulement si les États-Unis reculent. Si les États-Unis reculent à ce moment-ci, alors les Émirats arabes unis se retrouveront dans une position extrêmement difficile. Les Émirats arabes unis ont entrepris un repositionnement stratégique extrême au cours de la dernière semaine. Il est maintenant apparu qu'Israël a envoyé des missiles de défense aérienne aux Émirats arabes unis, y compris des soldats israéliens opérant sur le sol arabe. C'est hallucinant. Cela signifie que les Émirats arabes unis ont pris la décision stratégique de s'éloigner de la communauté arabe du Golfe et de se lier de façon permanente aux accords d'Abraham et au projet du Grand Israël. C'est un pari énorme, parce que c'est un pari dont les Émirats arabes unis ne peuvent pas se remettre. Soit ils gagnent, et les États-Unis battent l'Iran, soit tout ce rêve de partenariat israélo-émirati s'effondre. Ce partenariat ne peut réussir que si l'Iran est stratégiquement vaincu. Les Émirats arabes unis se trouvent donc maintenant dans une lutte existentielle. Ils ne peuvent pas accepter de demi-mesure. Beaucoup de décisions ont été prises, et il n'y a plus de retour en arrière. La question est maintenant de savoir si les États-Unis prendront une décision semblable. Espérons que la réponse soit non. Espérons qu'il existe encore une voie vers la désescalade. Mais je ne crois pas que la désescalade soit dans l'ADN de Donald Trump à ce moment-ci. Dans ce théâtre politique, reculer est traité moins comme un acte de prudence que comme un problème d'éclairage sur scène. La question alors est de savoir quels sont les objectifs. Ce conflit peut encore être contenu si les États-Unis reviennent sur ce qui vient de se passer. Washington pourrait même tenter de s'en servir à des fins de relations publiques en présentant l'Iran comme la partie agressive. Ce serait la routine habituelle, allumer l'allumette, pointer la fumée du doigt, puis tenir une conférence de presse sur la sécurité incendie. Mais les objectifs demeurent flous. Une explication possible est que les États-Unis voulaient forcer le passage, tester la réaction de l'Iran et voir si l'Iran permettrait aux navires de passer sous la menace. Mais il aurait dû être évident que l'Iran ne permettrait pas cela. N'importe qui ayant une expérience de renseignement devrait le comprendre. Les gens dans le système américain devraient le savoir.
Si l'Iran avait laissé passer certains navires, cela aurait même pu encourager les Européens à se joindre aux Américains. La vraie question est donc de savoir pourquoi les États-Unis sont allés de l'avant malgré tout. Certains diront peut-être que Trump s'est entouré de gens intelligents. Je dis le contraire. Trump s'est entouré de certaines des personnes les plus stupides de la planète. Il y a peu. Être des gens intelligents en périphérie, mais leurs voix sont étouffées par la stupidité qu'on lui murmure à l'oreille. Le problème avec une chambre d'écho, c'est que même une mauvaise idée peut revenir en sonnant comme des applaudissements. Le fondement intellectuel de la politique américaine vis-à-vis de l'Iran dans la région du Golfe Persique aujourd'hui est façonné par la Foundation for Defense of Democracies, qui est littéralement un prolongement du ministère israélien des Affaires étrangères. Lors de sa fondation, elle utilisait un nom hébreu parce qu'il s'agissait d'une organisation israélienne. Ce sont ces gens qui écrivent la politique qui conseille Scott Bessant. La CIA n'écrit pas la politique. La DIA n'écrit pas la politique. Ce groupe de réflexion israélien écrit la politique, ce qui signifie qu'il s'agit effectivement d'une opération menée par Israël. Cela ramène la question aux Émirats arabes unis, aux accords d'Abraham et au projet du Grand Israël. C'est de cela qu'il s'agit. Scott Bessant met en œuvre contre l'Iran des stratégies économiques qui proviennent à 100% des documents et des prévisions de la FDD. Il a tort à 100%. Tout ce qu'il dit au sujet de l'Iran est factuellement incorrect. Il n'y a pas de véritable pression sur les Iraniens. Leurs puits de pétrole ne risquent pas de s'effondrer à cause d'un mauvais entretien. Ils ne sont pas à court de capacité de stockage. L'idée selon laquelle ils ne gagnent pas d'argent est également fausse. Allez, à la frontière pakistanaise, et regardez ce qui se passe en ce moment. Un flot de véhicules qui circulent dans les deux sens, dans le cadre d'opérations élargies de marché noir et de marché gris, avec l'Iran qui exporte une quantité énorme de pétrole vers le Pakistan et gagne des devises fortes dans le processus. Mais dans la salle de briefage pro-Trump, un convoi de marché noir peut apparemment être transformé en effondrement économique, à condition que le graphique contienne assez de flèches rouges. La stupidité de Scott Bessant n'a d'égal que celle de Pete Hegseth, cet alcoolique à la testostérone qui court partout en prétendant que l'armée américaine aurait en quelque sorte gagné cette guerre contre l'Iran. Il est important de rappeler que les États-Unis avaient énoncé 3 objectifs en entrant dans cette guerre. Le changement de régime était le premier, la fin des capacités de missiles balistiques de l'Iran était le deuxième, l'élimination du programme nucléaire iranien était le troisième. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Le régime iranien est plus fort aujourd'hui que jamais. Les missiles sont toujours là, ils tirent en ce moment même, coulent des navires, endommagent des navires et détruisent des infrastructures. Le programme nucléaire n'est pas sur la table, l'Iran ne le mettra pas sur la table. Les États-Unis n'ont donc obtenu rien d'autre que de l'embarras et de l'humiliation. Même des journalistes américains qui soutenaient cette guerre ont dû reconnaître que l'Iran avait détruit presque la totalité de l'infrastructure militaire américaine dans la région. Que Hegseth dise au président « On maîtrise la situation, patron est absurde, il ne maîtrise rien, c'est une humiliation. » Appeler une défaite, une victoire ne la transforme pas en stratégie. Cela donne seulement un meilleur maquillage à la défaite. Où est Brad Cooper, l'amiral qui commande le CENTCOM? Apparemment, il se trouve dans un hélicoptère Apache, en train de faire une sorte de séance photo, comme s'il survolait le détroit d'Ormuz. Je le mets au défi de traverser le détroit d'Ormuz en vol. Il sera abattu. Voilà le niveau de stupidité qui se déroule en ce moment. Nous avons des gens qui ont littéralement inventé leur propre monde imaginaire, l'ont rempli de leur rhétorique, et se heurtent maintenant à la dure vérité. Rien de ce qu'ils disent n'est vrai, et rien de ce qu'ils font ne réussit. L'Iran a déclaré que si les États-Unis reprenaient les opérations militaires contre lui, il détruirait la totalité de l'infrastructure de production pétrolière du Koweït, de Bahreïn, du Qatar et des Émirats arabes unis. Cela signifie l'élimination physique de ces États-nations modernes en tant qu'entité viable. Voilà ce qui est en jeu ici. Les Russes ont essayé d'avertir Trump. Arakchi s'est rendu à Moscou et a parlé à Poutine. Poutine a passé l'appel, mais
Les gens intelligents sont introuvables autour de ce président. Il n'y a pas de gens intelligents autour de ce président. S'il y en avait, cela ne serait pas en train de se produire. Si les États-Unis ne cherchent pas à contenir ce conflit et à revenir sur tout ce qui s'est passé, alors le retour à la guerre pourrait prendre plusieurs formes. Elle pourrait reprendre là où elle s'était arrêtée, elle pourrait monter graduellement dans l'échelle de l'escalade, ou elle pourrait aller beaucoup plus loin et intensifier les attaques bien au-delà de la phase précédente. La réponse dépend de l'ampleur du signal d'alarme que recevra le président et du degré de conscience qu'il possède réellement. Certains pourraient accuser cette analyse d'être triviale. La foule MAGA, qui respire par la bouche, pourrait appeler cela le syndrome de dérangement anti-Trump. Mais nous devons cesser de regarder ce problème à travers le prisme de la géopolitique traditionnelle, parce que ce cadre ne permettra jamais de le comprendre correctement. Il s'agit d'un président atteint de maladie mentale. Quand je dis maladie mentale, je parle d'une véritable maladie mentale. Le trouble de la personnalité narcissique est littéralement une maladie mentale, et cet homme en présente une version extrême et maligne. Il est littéralement psychotique. Regardez les publications sur les réseaux sociaux. 11 publications en quelques heures. Si un Américain moyen employé par une agence de haut niveau faisait cela, ou si un militaire faisait cela, il serait relevé de son commandement. Ses habilitations de sécurité seraient révoquées. Si un agent de bord d'une grande compagnie aérienne se lançait dans une telle frénésie sur les réseaux sociaux, il serait retiré du service. Un pilote serait retiré du service. Les personnes qui occupent des postes de responsabilité ne sont pas autorisées à se comporter ainsi, parce que cela signale une maladie. C'est humiliant pour l'institution qu'elle représente, et cela montre un manque total de stabilité mentale. Mais lorsque le même chaos est tapé depuis le sommet, les loyalistes appellent cela une stratégie de communication et espèrent que personne ne vérifiera l'heure de publication. C'est pourquoi la situation est presque impossible à analyser en termes conventionnels. Nous avons affaire à une personne littéralement folle qui s'est entourée de gens dont le travail est d'entretenir cette folie. Ils ne sont pas là pour corriger le président. Ils sont là pour flatter son ego, ce qui est la pire chose que l'on puisse faire pour un narcissique. Mais c'est ce qui se passe. Il y a un culte de la personnalité à Washington DC. Alors, comment cela se termine-t-il ? Les Iraniens sont peu être sur la bonne voie. Cela se termine en lui donnant un coup de poing en plein visage. Directement. Frapper, lui, casser le nez. Faire mal, faire couler le sang. Concrètement, cela signifie frapper durement les Émirats arabes unis. Je ne sais pas à quel point l'Iran va les frapper, mais les Iraniens ont déjà sauté l'étape de l'escalade graduelle. Ils n'ont pas répondu coup pour coup. Les États-Unis ont frappé quelques navires, et ensuite, boum, les Émirats arabes unis. Si l'Iran continue de frapper les Émirats arabes unis avec une intensité presque fatale, cela envoie un signal au reste des États arabes du Golfe. L'Iran tiendra ses promesses. À ce moment-là, quelqu'un devra dire la vérité au président. Quelqu'un peut certainement lui dire que si le pétrole atteint $200 le baril, l'économie américaine va se déchiqueter elle-même. L'économie mondiale sera finie. Et lui sera fini comme président. Quelqu'un doit lui rappeler l'avertissement de Bill Clinton lors de sa première campagne présidentielle. C'est l'économie idiot. C'est aussi pertinent aujourd'hui que ça l'était alors. Aucun slogan ne survit très longtemps lorsque la pompe à essence se met à faire la vérification des faits. Si Trump veut perdre une élection, il devrait continuer exactement ce qu'il fait. Pas un seul Américain ne comprend suffisamment le Moyen-Orient pour contredire ces mensonges. Mais ils comprennent une chose. Quoi qu'il fasse au Moyen-Orient, cela a entraîné une hausse du prix de l'essence à la pompe. Le diesel deviendra indisponible. Les compagnies aériennes fermeront leurs activités. Les États-Unis entrent dans la saison estivale au moment où les Américains croient qu'ils vont prendre l'avion. Ils ne prendront pas l'avion parce qu'aucun avion ne décollera s'il n'y a pas de carburant d'aviation.
L'Europe traverse déjà cette crise. Lufthansa a annulé 20 000 vols. D'autres compagnies aériennes en Europe ont cessé de former leur personnel. Les compagnies aériennes ne cessent pas de former leur personnel. Elles ne cessent jamais de former leur personnel, sauf si c'est terminé. Et voilà où nous en sommes maintenant. Je prie donc pour que les Iraniens mettent fin à l'existence des Émirats arabes unis dès maintenant, ou qu'ils avancent au moins dans cette direction, afin d'envoyer à Trump le signal que c'est terminé. Il a perdu, il ne peut pas gagner, il doit se retirer. Nous avons dépassé le stade où il s'agissait de créer un mécanisme permettant aux États-Unis de sauver la face. Nous sommes maintenant dans un mécanisme de sauvetage. Quelqu'un doit dire à Trump de ne pas tuer la nation en même temps qu'il tue son avenir politique. Parce que son avenir politique est mort. C'est fini, il a commis un suicide politique, il ne peut pas s'en remettre. Il n'y a pas de retour possible. S'il continue ainsi, il y aura des conséquences. Comment le sommet chinois va-t-il se dérouler? Il ne se déroulera pas. Il pourrait être annulé en raison de la stupidité de ce président, ce lunatique psychotique, narcissique et fou qui prend les décisions. J'aimerais pouvoir être plus optimiste, mais je ne le peux pas. Si quelqu'un possède un diplôme en relations internationales, cela ne lui servira à rien dans cette situation parce que nous essayons de prédire les actions d'un individu fou et cela ne peut pas se faire. J'ai été surpris que les États-Unis décident de retourner dans cette guerre parce qu'il semblait y avoir eu une certaine forme de désespoir derrière la sortie initiale de la guerre ou du moins derrière la pression en faveur d'un cessez-le-feu. La question maintenant est de savoir si le temps joue résolument en faveur de l'Iran. Si le temps est du côté de l'Iran, alors c'est peut être précisément pour cette raison que les États-Unis sont revenus dans le conflit. Peut être que le blocus était trop coûteux en ressources. Peut être qu'il ne pouvait tout simplement pas être maintenu. L'enjeu principal est de savoir si cette décision reflète le désespoir ou si l'on doit s'attendre à autre chose de la part des États-Unis. Je pense qu'il s'agit d'un pur désespoir. D'abord, la situation souligne de nouveau un élément important. J'avais été très occupé parce que ma fille avait eu un bébé, et les 10 derniers jours avaient été cette folie de voir cette merveilleuse petite fille survivre à une opération cardiaque très grave. J'en avais même perdu le fil du calendrier. Mais si l'on revient à la semaine précédente, tout sur les réseaux sociaux tournait autour du prétendu génie du blocus américain. Cela a été présenté comme du génie, bien sûr, parce que seul Donald Trump peut supposément produire du génie absolu. Un blocus de 6 navires qui ne pouvait jamais fonctionner était pourtant décrit comme brillant. Tout le monde savait que cela ne pouvait pas fonctionner, mais parce que c'était Donald Trump, on le traitait comme un blocus brillant. Il était censé provoquer l'effondrement de l'Iran, parce que l'île de Karg était pleine, remplie à 98%, et que l'Iran y mettait prétendument du pétrole, sans avoir d'autre endroit où le stocker. Ensuite, une fois que l'Iran n'aurait plus eu d'endroit où entreposer le pétrole, ces puits auraient supposément dû être fermés. Et si les puits étaient fermés, ils ne pourraient prétendument pas être entretenus correctement. L'eau s'infiltrerait et ce serait la fin de l'économie iranienne. Par conséquent, les Iraniens devraient abandonner. Ils devraient abandonner parce que Donald Trump était un génie. Apparemment, quand les chiffres ne tiennent plus, le service de marque renomme simplement l'échec génie et le renvoie à l'étage supérieur. Ce récit était partout. On l'entendait, on le voyait, on le lisait. Mais rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot n'était vrai. C'était de la propagande produite par la FDD et Israël, vendue à Scott Bessent, qu'il a ensuite vendu au président. Mais les rapports de renseignement sont probablement arrivés et ont dit au président que les Iraniens prospéraient. Ils vendaient beaucoup de pétrole, ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils n'étaient pas du tout à court de capacité de stockage. Pendant ce temps, l'économie mondiale était sur le point d'entrer en vrille. Les États-Unis ne pouvaient pas tenir plus longtemps que les Iraniens parce que l'Amérique s'effondrerait avant l'Iran. C'était un facteur. L'autre facteur était que le président regardait ses sondages à la maison. Politiquement, il était en train de mourir, mort. Le président le moins performant de l'histoire. Lorsque ces pressions se sont combinées, la décision est devenue un acte de désespoir.
Au lieu de faire ce qui était juste pour le monde et ce qui était juste pour la nation en reculant et en cherchant un accord, il a parié. Les Russes offraient une porte de sortie. Il aurait pu conclure un grand compromis, il aurait pu obtenir la paix en Ukraine et d'autres choses, mais il avait besoin d'une victoire parce qu'il est narcissique. Ce pari est donc devenu la voie choisie. Pour le camp Trump, une victoire semble parfois signifier n'importe quel titre qui survit jusqu'à la prochaine pause publicitaire. Encore une fois, des gens autour de lui ont dit que les Iraniens n'avaient rien. Lorsque le président continue de parler de 159 navires au fond de la mer, cela signifie qu'il se concentre sur la mauvaise chose. Quand il ment sur l'état de l'armée de l'air iranienne, les faits le contredisent. Un chasseur vieux de 50 ans a pénétré la défense aérienne américaine tant vantée et a bombardé le Koweït. C'était un fifridon fiteux. Comment cela a-t-il pu se produire si l'armée de l'air iranienne avait été détruite ? Des Su-30, des MiG-29, des F-4 et des F-14 volent aujourd'hui au-dessus de l'Iran. Ils n'ont pas été détruits. L'Iran possède encore intacte toute sa capacité de missiles. Elle n'a pas été détruite. Les États-Unis n'ont rien accompli. Le tableau de pointage indiquait 0, mais le podium était déjà poli pour un discours de victoire. Je me souviens que à la fin de la guerre du Golfe, il y a longtemps, j'ai rencontré le général Al-Ubed. Il avait été le chef de la commission militaro-industrielle, puis il était devenu ministre du pétrole. Il avait commandé une évaluation des dommages de combat du point de vue irakien, et il m'a montré le livre, le travail. Cela prouvait que les États-Unis n'avaient rien accompli dans la campagne aérienne stratégique de Desert Storm. Rien. Des bâtiments vides avaient été détruits. L'industrie irakienne avait largement survécu intacte en évacuant l'équipement. J'ai une grande confiance dans le fait que les Iraniens peuvent produire un résultat semblable. Les États-Unis n'ont rien accompli. Littéralement, rien en 40 jours de bombardement. Rien. Voilà la réalité. Rien. Donald Trump ne peut pas l'admettre. Il a autour de lui des gens qui ne lui diront pas la vérité. Il a des gens qui lui mentent et qui se mentent à eux-mêmes. Voilà le problème. Quand chaque conseiller vend du réconfort, la vérité devient le seul produit interdit dans la pièce. Les États-Unis sont devenus incapables de conclure des accords parce qu'ils n'ont pas d'intégrité, ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont rien. Il n'y a aucune capacité de dire la vérité. L'Amérique se ment à elle-même autant qu'elle ment aux autres. Cela traverse tout le système. Comment peut-on même commencer à traiter avec les États-Unis dans ces conditions ? Le pays ne sait pas ce qu'est la réalité. Il ne vit pas dans un monde où les faits existent. Il vit dans un monde de gestion des perceptions et de mensonges. C'est insensé. Littéralement, ce pays est devenu fou. Les médias ont perdu la capacité de dire la vérité sur quoi que ce soit. Même lorsque les médias essaient de dire la vérité, ils ne le font que de manière mineure. Personne ne veut nommer la situation pour ce qu'elle est. Ce président est atteint de maladie mentale. Bien sûr, je n'ai pas la capacité de poser ce diagnostic médicalement. Juridiquement, on n'est pas censé poser un tel diagnostic à moins que la personne ne soit assise devant un professionnel. Mais 2 plus 2 font 4. Ce président est fou. Cela rend impossible pour les analystes politiques, militaires et géopolitiques traditionnels de faire une analyse classique en reliant les points. Parce qu'il n'y a pas de points. Quels que soient les points que nous croyons voir, lui ne les voit pas. Il a peuplé son monde d'autres points, des mensonges et des fabrications. Il fonctionne dans une dimension complètement différente. Alors, comment pouvons-nous prédire ce qu'il va faire, comment il va le faire et pourquoi il va le faire ? Nous ne savons pas. Nous ne voyons pas sa carte. Nous ne voyons pas les points qu'il essaie de relier. Il est difficile de lire une carte lorsque celui qui la dessine trace des routes vers les applaudissements plutôt que vers la réalité. Le mensonge est extraordinaire. Si l'Iran avait vraiment été vaincu et avait demandé le cessez-le-feu, alors il aurait été logique que les États-Unis acceptent le plan iranien en 10 points. De même, si le blocus fonctionnait aussi brillamment que les médias le répétaient à partir des affirmations de Washington, pourquoi les États-Unis retourneraient-ils dans une guerre à haut risque ? Rien n'a vraiment de sens. Mais nous y sommes. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.